je le clôturerai en rappelant deux choses. C'est que ça, c'est un outil de ma part. En fait, j'aurais vraiment dû aussi ajouter le réseau MEDSI, qui est aussi un réseau étudiant, c'est le réseau de la validation étudiante au développement et solidarité du monde. Et ils font aussi plein de choses dans le domaine de l'indépendance. Notamment, dernièrement, ils ont organisé une journée à laquelle ont participé Franck et Lily à Paris 7. Donc voilà, j'aurais dû les convier, j'ai oublié, mais sachez qu'il y a encore d'autres étudiants qui se mobilisent sur cette question. Et je voulais aussi rappeler l'exemple des étudiants d'Harvard qui en fait sont mobilisés sur cette question je crois que c'était en 2009, parce qu'en fait ils se sont rendus compte qu'un de leurs enseignants qui faisait un cours sur les traitements anti-cholestérol faisait un cours où il ne présentait pas les effets secondaires, mais en tout cas il les mettait très en avant et de manière très positive. Et en fait en cherchant dans la base, ils se sont rendus compte qu'il avait 5 contrats avec des firmes qui commercialisaient ces médicaments. Et du coup, ça fait tout un remous, les étudiants sont mobilisés, les enseignants aussi. Et il y a eu un article dans le New York Times qui a raconté tout ça. À l'époque, Harvard était classé F dans le classement de l'AMSA, donc l'association des étudiants en médecine américains qui classe les facultés de médecine selon leur indépendance. Aujourd'hui, Harvard est classé A, et c'est sans doute aussi grâce à vraiment cette mobilisation des étudiants. Voilà, je vous remercie beaucoup. On va passer à la suite avec le docteur Marco Romero qui va nous présenter justement le programme FACRI. Bonjour à tous. Moi je me présente, je suis le docteur Marco Romero. Je suis chargé d'enseignement au département de médecine générale de Bordeaux. Je suis donc aussi médecin généraliste, installé dans une maison de santé pluridisciplinaire en milieu rural, dans le fin fond des Landes, entre les Landes et le Béarn. Et donc je viens ici, donc je suis très heureux d'être ici pour vous présenter notre formation à l'analyse critique de la promotion pharmaceutique, la FACRI. Alors je vais commencer bien évidemment par déclarer mes liens d'intérêt. Donc je n'en ai pas avec l'industrie pharmaceutique, bien évidemment. J'en ai avec le département de médecine générale qui me rémunère pour donner des cours. Et puis, alors je n'ai pas de lien avec l'industrie pharmaceutique, hormis du fait que je sois prescripteur, et donc forcément, comme je prescris des médicaments, j'ai ce lien-là. Donc la formation à l'analyse critique de la promotion pharmaceutique, un des mots importants c'est critique. Donc nous, ce que nous expliquons aux internes justement, c'est que le but c'est d'affiner cet esprit critique. Donc c'est pas de faire de l'anti-industrie. D'accord ? Donc le contexte de la promotion pharmaceutique, donc la promotion pharmaceutique c'est une information médicale pour les professionnels de santé qui est omniprésente avec des méthodes promotionnelles variées, la visite médicale bien évidemment, mais il n'y a pas que ça. Les leaders d'opinion, les experts, l'information continue et bien sûr les étudiants en médecine qui sont ciblés. Donc c'est très bien effectivement qu'il y ait des représentants ici, comme je l'ai été d'ailleurs, j'ai fait partie de l'ISNA aussi à l'époque. Et donc cette promotion pharmaceutique a une influence avérée sur les prescriptions. Donc l'exposition des étudiants en médecine à la promotion pharmaceutique, elle est précoce dès les premières années de formation, elle est fréquente, elle est croissante durant le cursus médical. Et elle constitue ce qu'on appelle le hidden curriculum, le programme d'éducation caché. C'est-à-dire, du fait du rôle des pairs, des professeurs hospitaliers, des maîtres de stage, et donc lié aux politiques locales. Donc, en fait, ce sont des normes acceptables de pratique professionnelle. Moi, je suis souvent, quand je donne cours, je suis souvent étonné, en fait, même mes étudiants dans mon stage, je suis maître de stage, me disent, mais pourtant, je croyais qu'on était obligé de recevoir les visiteurs médicaux, que c'était une obligation. Donc ça fait partie vraiment de la culture de nos études. Donc l'état des lieux de la formation, alors ce qui a été constaté, c'est qu'il y avait une insuffisance de formation. Ça avait été constaté par un rapport du Sénat, par un rapport de la PHP de Martin Hirsch et par le Conseil de l'Europe notamment. Et aussi une volonté de formation des étudiants, comme de nombreuses études françaises l'ont montré, avec l'étude de Montastruc, et également aux États-Unis, avec l'exemple de l'AMSA, l'association des étudiants en médecine aux États-Unis, et son AMSA Scorecard, qui a été repris donc, par le Formaldef, comme on en parlait tout à l'heure, avec l'étude de Paul. Et aussi donc, la charte des doyens,
dont on a parlé aussi tout à l'heure, qui préconise la mise en place de ce type de formation. Donc les enjeux de cette formation à l'analyse critique de la promotion pharmaceutique sont multiples. D'abord éthique, préserver l'indépendance des futurs praticiens. Elle est sanitaire, puisqu'on sait que de nombreuses affaires médiatiques récentes, bon, le Vioxx ça commence à dater un petit peu, mais le Mediator c'est quand même pas, il n'y a pas très longtemps, prouvent que cette promotion pharmaceutique a un lien quand même avec ces affaires-là. Et économique, bien sûr, puisqu'il y a une influence avérée de la promotion pharmaceutique sur le coût des prescriptions. Alors notre projet, il est né en fait en janvier 2015, même en 2014, en fin 2014. D'abord, en fait, c'était un interne qui voulait faire une thèse sur la visite médicale. Donc on s'est réunis le 16 janvier 2015 avec d'autres enseignants du département de médecine générale et on a décidé de faire un projet beaucoup plus global sur la promotion pharmaceutique. Donc nous étions 14 membres, 7 internes et 7 maîtres de stage et enseignants du département de médecine générale de Bordeaux. Et donc ça aboutit à 6 thèses, dont 4 thèses d'évaluation de cette patrie, avec des réunions trimestrielles de coordination. Donc les thèses qui ont été élaborées autour de cette FACRI, la première que j'ai eu l'honneur de diriger, qui est l'élaboration et la mise en place d'une formation à l'analyse critique de la promotion pharmaceutique, qui a été soutenue en 2016. Comprendre la promotion pharmaceutique avec l'état des lieux de l'enseignement aux étudiants en médecine du 2e et du 3e cycle de médecine générale. Expérience du contact des internes de médecine générale avec l'industrie pharmaceutique, une analyse phénoménologique, donc vraiment une thèse qualitative. Élaboration et validation d'un questionnaire de connaissances et compétences des étudiants pour appréhender la visite médicale. La perception de l'industrie pharmaceutique par les internes en médecine générale après la FACRI et perception de la formation. Donc encore une thèse qualitative qui était très intéressante, qui a été soutenue là récemment. Et une qui est encore en cours, qui est l'évaluation de l'évolution des prescriptions médicamenteuses des internes de médecine générale après avoir bénéficié de la FACRI. Alors les deux principales références à l'origine de notre formation, c'est bien évidemment le guide de comprendre la promotion pharmaceutique et y répondre de Health Action International et de l'OMS, qui a été publié en 2009, traduit par la HAS en 2013, et le Pharm Free Curriculum, campagne Just Medicine de l'ANSA, d'après les recommandations de l'Institute of Medicine et de l'American Association of American Medicine College. Et bien sûr, l'originalité de notre formation, c'est qu'on s'appuie sur des méthodes pédagogiques actives, comme d'ailleurs recommandé par l'ANSA. Donc là, je vais vous présenter un petit peu le contenu du cours et je vais vous expliquer, puisque j'ai un petit peu le temps a priori, un petit peu les méthodes pédagogiques que nous utilisons lors de notre formation. Donc la première partie, c'est identifier les techniques marketing qui influencent l'usage des médicaments dans la pratique quotidienne. Donc il y a une première sous-partie qui est prendre conscience de sa vulnérabilité vis-à-vis des techniques d'influence utilisées par l'industrie pharmaceutique. Donc pour ça, la méthode pédagogique que nous avons utilisée, c'est celle des groupes d'échange d'analyse de pratique. Donc en amont du cours, les étudiants doivent rapporter des situations ponctuelles en fait, où ils ont été en contact avec l'industrie pharmaceutique, soit lors de leur externat, lors de leur internat, est-ce que c'était une présentation d'un laboratoire dans un restaurant, est-ce que c'était le visiteur médical, etc. Et ensuite, le groupe échange autour de ces situations ponctuelles. Maîtriser les techniques marketing et les preuves de leur influence. Donc pour ça, nous avons fait des lectures critiques d'articles. Pareil, en amont du cours, nous avons divisé le groupe en 3 et chaque petit groupe avait un article en fait à lire et à commenter. Et ensuite, lors de la séance, chaque petit groupe devait faire une synthèse et présenter l'article aux autres groupes. Donc juste à titre d'information, les 3 articles que nous avons utilisés, c'était l'influence de la promotion pharmaceutique sur les prescriptions dans le district de Columbia. C'est un article de PLOS ONE qui a été publié sur PLOS ONE en 2017. Association entre les politiques universitaires de contrôle de la visite médicale et la prescription médicale, c'est un article du JAMA de 2017 également, et un 3e article qui est un peu plus ancien, qui est paru dans Chest en 92, mais qui est un article historique, sur l'effet de l'incitation de firmes pharmaceutiques sur les habitudes de prescription des médecins. Rien ne vaut un déjeuner gratuit. Voilà. Deuxième sous-chapitre, c'est maîtriser... ensuite, nous avons fait une synthèse sous forme de diaporama. Donc, une première diaporama où l'on parle des données économiques de l'industrie pharmaceutique. Nous parlons des échantillons gratuits, des cadeaux, des repas,
des remises accordées aux pharmacies hospitalières, de la formation des étudiants, etc. Et une deuxième diapositive. Voilà. Et ensuite, pardon, j'ai un troisième sous-chapitre sur organiser une stratégie de réponse à la promotion pharmaceutique avec une synthèse sous la forme d'un diaporama où nous présentons des initiatives collectives et individuelles. Alors parmi ces initiatives, nous présentons le Formandep, nous présentons la troupe du rire, l'AMSA, nos free lunch, etc. Et nous avons une réflexion au sujet des idées reçues concernant la promotion pharmaceutique. Pour ça, nous nous sommes servis effectivement de la troupe du rire, où il y avait les principales idées reçues, et donc nous discutons un petit peu autour de ces idées reçues. Le deuxième chapitre concerne la communication avec le visiteur médical, donc identifier les techniques de communication et les outils utilisés par les visiteurs médicaux. Donc pour ça, nous avons tourné en fait une vidéo d'une fausse visite médicale, mais avec une vraie visiteuse médicale qui a joué le jeu. Et en fait, donc, nous analysons la vidéo donc, sur les techniques de communication, sur tous les éléments qui sont utilisés par la visiteuse médicale, les petits cadeaux, les plaquettes, etc., avec la grille de contrôle Prester. Donc nous faisons une analyse critique de cette vidéo. Ensuite, maîtriser les enjeux de la visite médicale. Pour ça, nous avons utilisé une méthode pédagogique qu'on appelle le théâtre forum. C'est une discussion, débat, en fait, avec la question « Dois-je avoir ou non des contacts avec un visiteur médical ?» Donc nous séparons le groupe en deux. Un groupe, en fait, défend la position qu'il faut avoir des contacts avec les visites médicales parce que ça apporte des choses, etc. L'autre groupe, en face, essaie de trouver des arguments pour dire qu'il ne faut pas. Et au bout d'un certain temps, hop, on inverse les rôles. Et donc chacun joue le rôle de l'autre. Voilà, donc ça, c'est une méthode pédagogique qui est très intéressante et que les étudiants apprécient particulièrement. Et ensuite, organisation de la profession de visiteur médical et réglementation de la profession de visiteur médical. Donc dans ce diaporama, nous présentons le métier de visiteur médical, les outils à sa disposition, la personnalisation de la visite médicale, les techniques de communication et la charte de la visite médicale. Dans le troisième chapitre, c'est juger la sécurité et l'efficacité d'un traitement. Donc connaître les étapes de développement d'un médicament. Donc là, c'est aussi un diaporama où nous parlons des essais cliniques, de l'AMM, de la commission de transparence, comment est fixé le prix du médicament, le coût de production, le concept de MeToo, des gammes ombrelles également, les critères d'évaluation aussi de la revue Prester. Savoir analyser un support publicitaire, donc là, c'est la méthode pédagogique que nous avons utilisée, c'est que nous donnons en fait à chaque étudiant un support publicitaire de laboratoire en fait, et ils doivent critiquer en fait le support publicitaire, les images, le contenu, les graphiques. Donc c'est pas évident d'avoir des supports publicitaires lorsqu'on ne reçoit pas la visite médicale comme moi, donc on demande aux copains qui la reçoivent de lui donner des supports publicitaires, ça c'est un peu la contrainte. Hein. Et nous faisons une synthèse, là aussi sur le support publicitaire, sous la forme d'un diaporama où nous expliquons les critères éthiques de l'OMS et les 4 composantes des publicités, graphiques et données, les textes, les références, photographies et images. Et ensuite, nous terminons cette partie par une déclaration de pharmacovigilance avec un cas clinique en sous-groupe et encore un diaporama sur la pharmacovigilance avec le plan de gestion des risques, les différents acteurs, qui peut déclarer comment, les initiatives également comme l'IGPIP par exemple de la pharmacologie humaine. La 4e partie, ce sont les dispositions réglementaires en matière de gestion des liens d'intérêt et de régulation de la promotion pharmaceutique. Donc d'abord, première étape, c'est définir les notions de liens d'intérêt et de conflits d'intérêt. Donc pour ça, nous faisons ce qu'on appelle des buzz groups, des groupes de bourdonnement. Donc c'est des petits groupes, 4 ou 5 groupes, et le groupe doit trouver une définition consensuelle de ce qu'est un lien d'intérêt, de ce qu'est un conflit d'intérêt, quelle est la différence entre les deux, et quelles sont les affaires médiatiques à leur connaissance qui ont mis en évidence des liens ou des conflits d'intérêt. Et ensuite, nous faisons une synthèse de tous les groupes.
Connaître des textes réglementaires qui concernent la prévention des conflits d'intérêts et la régulation des conflits d'intérêts. Donc là, c'est les différentes définitions données, les évolutions de la loi. Donc c'est une diaporama qui est un petit peu lourde, mais qu'on a trouvé nécessaire. La définition, par exemple, de Martin Hirsch sur les liens et conflits d'intérêts avec des différents grades, etc. Et les autres activités en lien avec les préventions des liens d'intérêts et conflits d'intérêts. Donc nous visitons le site transparencesanté.gouv. Donc en direct, les étudiants au vidéoprojecteur tapent les noms, effectivement, donc ça c'est encore un thème qu'ils aiment bien parce qu'ils tapent toujours le nom du copain, du professeur ou le mien très souvent, ils sont assez déçus. Et ensuite, nous faisons une analyse critique d'une politique universitaire, donc ça c'est une charte de, je crois que c'est l'université de Massachusetts, et donc nous essayons de voir si cette politique universitaire serait applicable dans nos universités françaises. Et du coup, nous parlons un petit peu de la charte des doyens par cette occasion. Et ensuite, un diaporama, encore un, sur la prescription en DCI, l'intérêt de prescrire en DCI, avec des exemples concrets, les exceptions, etc. Un cinquième chapitre sur identifier les conflits d'intérêts dans sa pratique quotidienne et organiser sa formation médicale continue. Donc là, premier sous-chapitre, c'est répondre à la demande d'un patient guidé par un message promotionnel. Là aussi, nous utilisons une méthode pédagogique qu'on appelle l'ARC, l'aide à la résolution clinique. Donc nous avons 3 cas cliniques différents, nous divisons le groupe en 3. Et l'enseignant en fait se présente comme un patient. Les étudiants sont les médecins. Ils doivent poser les questions au patient, essayer de faire changer l'attitude du patient qui est guidé par ce message promotionnel, toujours en expliquant pourquoi est-ce qu'il pose ces questions. Donc, de manière à détourner un petit peu le message promotionnel de la part du patient, et essayer de l'éloigner un petit peu et de le ramener à son vrai problème. Et nous faisons donc la synthèse sous forme d'un diaporama sur les publicités à destination du grand public, les sites internet qui ciblent les pathologies, l'impact de la promotion indirecte, les associations de patients et les stratégies de réponse à adopter. Connaître les principes du DPC, identifier les sources de biais, organiser sa formation continue. Donc là, nous faisons une analyse critique de programmes de congrès, de sites d'information médicale, de sites internet de sociétés savantes ou d'associations de patients. Nous allons directement sur les sites, par exemple de la Société française de cardiologie, de l'Association française des diabétiques, savoir est-ce que les liens d'intérêt sont trouvables, est-ce qu'on trouve les financeurs, etc. On va sur le site du Formaldep, sur le site de Prescrire, là on voit que c'est beaucoup plus clair, donc ils arrivent à faire les différences et arriver à critiquer. Et donc une diaporama sur la formation indépendante où nous parlons de l'ISDB, de la revue Prescrire bien évidemment, de BIP 31, de Minerva, de CEBIP, de la revue Cochrane, lecture critique d'articles avec les méta-analyses également et leurs biais, avec les stratégies qui sont employées comme la multiplication des études favorables, la non-publication des études non favorables, la neutralisation des chercheurs, nous citons là, pour le coup l'exemple du Mediator, l'information à destination des patients sur Internet avec les limites du on-code. Et enfin, identifier les biais dans les publications et l'influence de l'industrie pharmaceutique sur les publications. Avec les limites, là nous parlons surtout des limites des recommandations HAS. Et la dernière partie concerne donc l'analyse transversale des moyens d'influence au travers des affaires médiatiques qui ont révélé des conflits d'intérêts. Donc répondre à la demande d'un patient à la suite d'un message médiatisé. Là nous avons un jeu de rôle qu'on appelle les trinômes tournants, c'est-à-dire qu'il y a trois cas cliniques. Un des internes joue le rôle de patient, un autre joue le rôle de médecin et un autre joue le rôle d'observateur. Donc nous faisons le petit jeu de rôle avec la situation clinique et au bout de 10 minutes, hop, nous changeons le rôle, le médecin devient patient, le patient devient médecin et l'observateur change en changeant toujours le cas clinique. Donc toujours avec cette histoire d'un patient qui arrive avec un message qu'il a entendu à la télévision, il a écouté tel professeur parler à la télévision, etc. Et donc il veut son médicament, il veut son Champix par exemple, etc. Analyse de situations médiatiques qui ont révélé des conflits d'intérêts. Donc nous faisons la synthèse sous la forme d'un diaporama. Donc là nous parlons des affaires Vioxx, du Neurontin notamment, occasion de parler du rôle des leaders d'opinion, des prescriptions hors AMM
Et nous évoquons aussi les écrivains fantômes, le concept d'écrivain fantôme que les étudiants ne connaissent pas, et le concept de disease mongering, de façonnage de maladie. Nous terminons ensuite par l'analyse critique d'un documentaire qui est Les Médicamenteurs, donc durant 50 minutes, et à la fin du Médicamenteur, nous débattons un petit peu pendant 10 minutes, un quart d'heure autour de ce reportage. Et nous finissons en fait là depuis quelques mois par un petit test de lecture, un petit peu comme dans la revue Prescrire, avec 40 QCM pour essayer de reprendre un petit peu l'ensemble du cours. Alors, il y a eu une phase expérimentale, les 5 janvier 2016 et 1er mars 2016, donc 2 fois 6 heures, présence de 19 internes qui étaient tirés au sort, 10 internes hospitaliers et 9 en SAS-PAS. Cours encadré par 2 enseignants du DMG et un interne thésard en qualité d'observateur. Donc, on a pu constater une grande satisfaction des internes présents quant à la thématique de la formation, les méthodes pédagogiques utilisées. À l'heure actuelle, c'est une formation qui est intégrée au DS de médecine générale de Bordeaux sous forme d'optionnel obligatoire, il va de 2 crédits. Formation de 12 heures répartie sur 2 journées, qui est proposée sur différentes commissions pédagogiques locales, Bordeaux, Agen, Mont-de-Marsan, très prochainement sur Pau, qui est limitée à 20 étudiants par séance, puisque nous avons des petits groupes et donc il faut qu'on puisse travailler de cette façon, animé par 2 enseignants à chaque fois. Et à ce jour, il y a environ 130 étudiants, 130 internes qui ont bénéficié de la formation. Nos perspectives sont multiples. Proposer un enseignement sur ce thème lors du 2e cycle des études médicales sur la faculté de Bordeaux. Donc là, on commence à réfléchir un petit peu comment on va s'y prendre. Alors il y a du e-learning, est-ce qu'on fait un module optionnel, voilà. On va s'y mettre. Rendre cet enseignement obligatoire, notre rêve, mais ça viendra. Proposer cet enseignement aux internes de spécialités autres que ceux de médecine générale, bien sûr, puisqu'ils sont très impactés par la promotion pharmaceutique, peut-être encore plus que nous. Mise en place d'une FACRIP dans d'autres universités, Poitiers, Paris-Descartes, Toulouse, Grenoble, Brest. J'ai cité ces villes parce qu'on a été contacté et que j'ai remis tous les documents de la FACRIP aux différents MG, aux personnes qui sont venues me demander des renseignements. Donc on a absolument tout donné, il n'y a pas de copyright, hein. On donne tout, nous on veut faire des copies, c'est notre but. Et intégrer la FACRIP dans une politique universitaire plus ample qui améliorerait notre positionnement dans le classement du Pharmamed. Alors nos financeurs, parce qu'on a les financeurs, c'est le DMG de Bordeaux, qui va financer, apporte sa contribution financière, la rémunération des enseignants, bien sûr, le financement de la vidéo de la présentation de la FACRIP que vous avez pu voir dans l'annonce de la journée, qu'on avait présenté lors des rencontres de la revue Prescrire à Toulouse. Financement des livrets de la troupe du rire, on donne un livret de la troupe du rire à chaque fin de cours, à chaque interne, et également un livret du Pharmamed sur le conflit d'intérêt qu'on vous a donné tout à l'heure aussi, un par interne. Financement également du poster de la présentation de la FACRIP pour le congrès du CNGE à Montpellier en Europe. Il y a eu quelques communications, présentation de la FACRIP lors des rencontres de la revue Prescrire, présentation de poster lors du congrès du CNGE, présentation de la FACRIP lors de aujourd'hui. Voilà. Au 18e congrès de la SNGF à Paris, donc la semaine prochaine, donc j'en reviens à Paris vendredi prochain. Et nombreux articles en cours de rédaction afin d'être soumis à des revues médicales comme pédagogie médicale, médecine, etc. Merci beaucoup. Tout d'abord, je tiens à vous féliciter pour votre présentation qui est vraiment superbe. Vous avez insisté au début sur le problème de la formation des étudiants en médecine. J'ai été professeur de pharmacologie clinique de 1967 à 2005. J'ai fait faire 2 études au cours de ma carrière sur le nombre d'heures d'enseignement sur le médicament. Ça n'a pas beaucoup changé entre 1900, avant 2000, on avait en fait à peu près 50 heures, plus ou moins 20 heures d'enseignement sur le médicament. Or, où peut-on étudier les médicaments si ce n'est pas en faculté de médecine? Je me suis battu pendant 40 ans pour essayer d'augmenter cette présentation du médicament par des médecins et qui ne sont pas forcément liés avec l'industrie pharmaceutique, puisque j'ai été pendant 15 ans à l'agence du médicament, représentant l'Académie de médecine,
où j'étais un des rares qui n'avait aucun conflit d'intérêt. Nous étions en général sur l'ensemble de l'Assemblée, nous étions environ 2 à 3 au grand maximum, et souvent c'était des gens de prescrire que je retrouvais à tel ou tel moment sans conflit d'intérêt. Donc le grand problème, tout ce que vous présentez est merveilleux, le problème c'est qu'il faudrait d'abord qu'il y ait une formation complète sur les médicaments. Or, pour le moment, ce n'est pas avec 55 heures, plus ou moins 20, avec parfois des variations suivant les facultés, parce que comme vous savez, dans certaines facultés, il y avait jusqu'à 25 heures. C'était la faculté de Brest, c'était brillante, et puis il y avait des collègues de Toulouse où c'était à environ 117. Et la moyenne est aux alentours de 50-55. Donc, la chose essentielle avant tout, c'est de pouvoir avoir une vision complète sur la formation sur les médicaments. Lorsque j'étais, moi, à Cochin, professeur de pharmacologie clinique, j'avais un cours uniquement de 70 heures et je faisais 20 heures pour un truc complémentaire sur des médicaments dits essentiels de l'OMS. En plus, j'étais représentant de l'OMS sur les médicaments essentiels. Eh bien, il y avait des classes entières de médicaments pour lesquelles on n'a jamais pu faire d'enseignement. Est-ce que ceci est normal? C'est, à mon avis, le premier point sur lequel il faudrait se battre. Je vous remercie et je vous félicite. Bravo, merci vraiment, ce que vous faites est absolument remarquable. On peut se réjouir que ça puisse se transplanter effectivement dans d'autres UTFR. On peut espérer, comme vous le faites, que ça ne soit pas cantonné à la médecine générale, mais aussi à d'autres spécialités médicales. Donc ma question c'est, est-ce que vous avez réussi à faire ça à l'insu, avec l'aide ou malgré la faculté? Ça a été compliqué, mais on a su s'imposer. On a su s'imposer parce que on est arrivé en disant, nous on veut faire quelque chose de sérieux, on veut faire quelque chose qui est prouvé, basé sur les données actuelles de la science, que tout ce qu'on dit, c'est pas une opinion, c'est quelque chose qui avec une littérature, avec une bibliographie. Donc au début, effectivement, là, ils ont eu un peu de mal à comprendre où est-ce qu'on voulait en venir, et puis ils se sont dit, ah ben oui, en fait je crois que vraiment il faut aller dans ce sens-là. Et donc très vite, en tout cas le département de médecine générale, je ne parlerai pas du reste des instances. C'est du reste. Je sais. En tout cas, le département de médecine générale nous a soutenus. Pour le reste, c'est un peu compliqué parce qu'on sait que la faculté, l'université a des liens avec l'industrie, on sait qu'il y a des financeurs pour organiser des prix, etc. Donc effectivement, ça ne convient pas à tout le monde, mais globalement, j'ai l'impression que ça va dans le bon sens et que la machine étant lancée, on ne peut plus revenir en arrière. J'ai l'impression. Justement, là vous avez dit que vous allez faire cette présentation au congrès de la médecine générale bientôt. Comment est-ce que vous vous positionnez dans ce congrès qui est quand même, qui revendique de représenter la médecine générale, qui est sacrément financée par l'industrie pharmaceutique? La place que vous allez utiliser pour rentrer est un peu moins chère parce qu'il y a des labos qui sont présents à ce moment-là. Vous, comment est-ce que vous arrivez à faire la part des choses dans ce choix pour porter cette parole et en même temps sans trop cautionner cette attitude? Alors, bon, j'ai tenté d'envoyer l'abstract pour la présentation orale, ça passera jamais, parce qu'il y a McDo, parce qu'il y a tous ces financeurs. Bon, ben c'est passé, ils ont accepté une communication orale, donc moi je vais y aller pour présenter mon truc. Et d'ailleurs, dans une de mes diapos, je parle de l'analyse justement, on parle de l'analyse des congrès. Donc justement, le CMGF, c'est un des congrès dont on analyse justement, on analyse tout le déroulé en essayant de voir qui sont les financeurs de ce congrès. Et je pense que lors du congrès la semaine prochaine, je donnerai cet exemple. D'accord. Donc, moi, je suis enseignant à une faculté de pharmacie à Lyon. Et je suis tout à fait sur cette ligne-là aussi. Donc, il faut surtout éveiller l'esprit critique. Donc, former nos étudiants, nos futurs médecins pharmaciens à l'analyse critique, parce qu'on est toujours influencé par beaucoup d'informations. À la fin, on ne sait même pas comment s'est forgée notre propre opinion, en quelque sorte. C'est surtout ça qui est aussi important. J'ai discuté avec Paul, en fait, la façon de fermer la porte au loup, la voie pharmaceutique, dans les facultés,
c'est une chose, mais le loup revient par la fenêtre, par les conférences, les congrès, par les sociétés savantes et plus en plus aussi par les associations de patients, effectivement. Donc, effectivement, on va être influencé, les étudiants, les futurs pharmaciens médecins vont être influencés par l'industrie pharmaceutique, mais il faut être, après ça, en connaissance de cause. Après, j'ai un petit conseil. Est-ce que vous pouvez remettre vos diapos des perspectives? Là-dessus, on a déjà pas mal discuté aussi avec Solène, qui est là. Effectivement, je te fais d'accord, effectivement, il faut avoir là, par contre, l'accord de la faculté, d'intégrer ça dans la formation commune de base de tous les étudiants en médecine. Ça, c'est très important. Nous, on est arrivé en pharmacie pour quelques heures, etc. Mais pour tous les étudiants, et c'est juste par contre sur les méthodes où je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que e-learning, ce n'est pas suffisamment actif. Ouais. Et vous avez bien dit, effectivement, qu'est-ce qui est intéressant là-dedans? Ce n'est pas les cours magistraux, ce n'est pas les informations, c'est les jeux de rôle, c'est les travaux de groupe, les présentations, ce qu'on appelle la pédagogie inversée, justement. C'est comme ça que les étudiants vont être sensibilisés. Et module optionnel, là le problème c'est les étudiants qui commencent déjà à être sensibilisés, à être informés, vont venir de module optionnel et ceux qui auront le plus besoin ne viendront pas. Donc essayez de tout faire pour faire à Bordeaux et bien sûr aussi ailleurs, de l'intégrer dans le cursus de base pour tous les futurs médecins. Ça c'est le jeu, que ça devienne obligatoire effectivement, puisque on sait que les étudiants qui viennent, souvent, ont déjà une petite sensibilité et voilà, on a un petit biais de sélection. Mais on voit quand même qu'il y en a toujours quelques-uns qui viennent, qui sont très revendicatifs, qui disent « mais non, mais de quoi vous parlez ?» Et puis on voit au fur et à mesure des heures, hein, ils changent, et à la fin, mais ils disent merci, ils voient les choses différemment. Ça ne veut pas dire qu'ils vont arrêter de voir les visiteurs médicaux, ni quoi que ce soit, mais déjà, ça a réveillé quelque chose en nous. On sent que ça a réveillé quelque chose en nous. Donc ça, c'est très intéressant. Pour le e-learning, moi, je suis complètement d'accord. Là, on est en train de réfléchir. Donc voilà. Ça va être complémentaire. Ouais, il faut garder effectivement ces travaux en petits groupes, jeux de rôle, etc. Je remercie le docteur Dupuis qui a posé la question que je voulais poser tout à l'heure, à savoir est-ce que ça s'était fait avec garde contre, garde sans ou garde tout court, le DMG. J'ai une question un peu plus axée sur la pédagogie. Donc là, les deux cours, j'ai vu, ils se sont faits à 2 mois d'intervalle dans la phase d'évaluation. Oui. On fait ça maintenant beaucoup plus rapproché. Alors voilà, c'était ma question. Est-ce que vous avez discuté le fait de faire un enseignement rapproché au début ou de se dire, puisqu'on fait en 2 jours, est-ce qu'on fait par exemple en niveau 1 et puis ensuite quand les internes sont en SAS-PASS pour qu'ils aient le temps un petit peu de maturer et de faire de l'expérience et ensuite d'arriver avec une autre vision? Alors, en fait, les deux cours sont vraiment complémentaires. C'est pas, non, il n'y a pas de niveau. On l'a organisé comme ça, on l'a organisé sur 2 jours parce que c'est très très dense. D'ailleurs, une des remarques que font les étudiants, c'est qu'il faudrait que ce soit fait en 3 jours parce qu'il y a beaucoup d'informations. Rien que le PowerPoint est déjà dense, mais imaginez le cours. Quoi. Le cours, c'est vraiment, il y a du lourd. Donc, c'est juste pour ça. On s'est rendu compte qu'en le faisant à 2 mois d'intervalle, les gens avaient peut-être perdu un petit peu les effets du premier. Et là, on est en train de, maintenant, ce qu'on organise, c'est on le fait au bout d'1 à 2 semaines plus tard, on fait la deuxième partie. Battre le fer quand il est encore chaud, et je pense que c'est mieux. Et ils sont encore dans le truc, quoi. Et du coup, ma deuxième question, alors à quel moment du DES ils en sont quand ils Alors, font ce on a voulu mélanger tous les internes. Donc en fait, il y a des premiers, deuxième et troisième semestres. Voilà, on est un peu sur cette histoire où les troisième semestres vont amener des choses, enrichir le débat pour les premiers semestres et vice versa. Donc voilà, on est un peu sur cette idée là que chaque semestre va apporter quelque chose d'autre, un peu comme dans les écoles maternelles, on met tous ensemble parce que voilà, ça stimule. Ben, voilà, pareil. Je suis étudiante à la faculté de médecine de l'Ouest. Et je voulais revenir sur les perspectives et le fait d'ouvrir votre enseignement au 2e cycle. Je voulais savoir si vous pensiez aussi à l'ouvrir aux autres filières de santé, que justement ce soit les pharmaciens, mais les sages-femmes, les kinésithérapeutes, etc. Parce que c'est aussi une question qui touche tous les professionnels de santé. Je voulais savoir si vous l'aviez envisagé. Alors justement pour le 2e cycle, on pensait à un module qui serait notamment ouvert aux pharma. Donc ça évidemment que c'est quelque chose qui nous intéresserait, quoi. On n'a pas pensé, c'est vrai, aux filières kiné, infirmières,
On a pensé surtout à un module qui pourrait se faire et par les étudiants en médecine et par les étudiants en pharmacie. Mais c'est le début d'une idée qu'on va commencer. Voilà, on a fini notre première partie, enfin fini. Le cours est en constante évolution. Hein. On est en train de changer, mettre à jour. On a mis à jour déjà les articles. On est en train de mettre à jour les choses. Mais la prochaine étape, effectivement, c'est celle-là. Et donc, il va falloir vraiment qu'on réfléchisse. Comment est-ce qu'on propose ça? Mais c'est sûr, c'est pas que pour les médecins. C'est sûr. Les intérêts sont quand même très différents. Donc il faut faire très attention parce que la présentation, j'ai fait également des cours à la faculté de pharmacie sur le conseil officinal et il est clair que malheureusement ou heureusement pour le pharmacien, on lui donne un certain nombre de produits à vendre. Et il a une activité à la fois, je dirais, scientifique, mais également commerciale. Or, quand on voit le nombre de produits qu'on trouve dans une pharmacie actuellement, qui ne sont même plus des médicaments, mais uniquement avec des thèmes CE, donc sans autorisation de mise sur le marché, on peut quand même se poser des questions sur les possibilités de collaboration dans ce domaine. Voilà, il faudra vraiment qu'on travaille avec les enseignants de pharmacologie, voir un peu les pharmacies, voir... Oui, pharmacie, il ne faut pas confondre. Bien sûr, non, pharmacie, je voulais dire pharmacie. Bien sûr, ça va être quelque chose qu'il va falloir travailler avec eux, parce que je ne connais pas assez bien ce domaine-là pour pouvoir... Non, mais c'est une très bonne idée, hein. Il faut se méfier. Bien sûr, bien sûr. Détail. L'industrie pharmaceutique maîtrise le langage. Il n'utilise pas des mots n'importe comment. Et moi, quand je faisais des cours sur la visite médicale, etc., j'avais introduit mon langage avec des mots qui pouvaient, par exemple, conflit d'intérêt, en abrégé, c'est CI. Donc je disais, CI, ça vous évoque quoi? Ça vous évoque contre-indication. Eh ben voilà, ça c'est une bonne association d'idées. Et puis, un autre exemple, VM, visiteur médical, je dis, mais Eva monteur, ça vous dirait quoi? Alors, parce qu'il pratique le mensonge par omission, et parfois par action. Voilà. Donc, dans votre enseignement, réfléchissez à des petits mots comme ça que vous pourriez introduire. Alors, vous préférez ces firmes pharmaceutiques, vous voyez, parce que la firme, ça évoque quelque chose, quoi. La firme. Bon, voilà. On est dans une situation délicate où on essaie le moins possible de donner notre avis et notre ressenti vis-à-vis des choses. On essaie vraiment de rester au maximum objectif et de se baser vraiment sur la bibliographie, sur des données chiffrées, scientifiques. Et on essaie au maximum parce qu'on pense que ce serait contre-productif de se positionner en tant qu'anti-laboratoire ou avec une opinion très forte. Donc c'est pour ça que voilà. Après c'est compliqué hein, parce qu'on a des personnalités et que de temps en temps on a envie d'envoyer un petit taquet, mais on se regarde. Effectivement, je pense qu'il va y avoir des tensions quand il s'agira d'ouvrir, ne serait-ce que sur le deuxième cycle. Mais peut-être que Quentin pourra nous expliquer par rapport à la fois, parce que là, compte tenu des OCNI, ça paraît malheureusement pas une préoccupation majeure des externes avancés en préparation de l'OCNI. Moi, j'avais une question vraiment pratico-pratique. J'ai vu qu'à un moment, vous analysiez le discours du visiteur médical. Et je me posais la question, est-ce que vous faites intervenir des anciens ou des visiteurs médicaux vrais parce que il me semble que dans certaines filières, notamment en pharmacie, comme en plus les UFR sont de plus en plus mutualisés médecine pharma, il y a des enseignements destinés à préparer un petit peu les visiteurs médicaux, notamment sur le profilage du type de médecin, quels arguments on va utiliser devant telle personnalité, etc. Et donc, est-ce que vous envisagez, ou est-ce que vous avez envisagé l'intégration de visiteurs médicaux dans ces enseignements et quel dilemme ça pourrait poser? Alors, on y a pensé. On y a pensé. Pour l'instant, on n'a pas vraiment trouvé de visiteurs médicaux qui puissent jouer le jeu. Bizarrement. Ou d'anciens visiteurs médicaux. Alors, c'est vrai qu'encore une fois, le fait de ne pas en connaître personnellement, ça complique les choses.
Après, on explique toutes ces techniques de communication via la vidéo, et puis dans le diaporama, on parle effectivement du ciblage, de la segmentation, du profilage, etc. On avait envisagé effectivement d'avoir des intervenants extérieurs, type effectivement visiteurs médicaux, type voilà, sociologues, mais on est un petit peu aussi bloqué par le volume horaire, on ne sait pas. On a 12 heures qui sont vraiment très denses, et c'est vrai que moi quand je finis les journées FACRIP, je suis très fatigué, les internes aussi. Mais c'est pas une idée, c'est quelque chose qu'on pourrait éventuellement faire. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion d'avoir un ancien visiteur médical qui se prêterait au jeu, qui viendrait donner son témoignage, qui pourrait être intéressant aussi. Donc pour l'instant, on analyse, on va dire froidement, les techniques de communication, et comment est-ce qu'ils arrivent à influencer les médecins. Bonjour à tous, Fabien Roger, je suis généraliste enseignant au département de médecine générale de Strasbourg, dont le doyen est le président de la conférence des doyens et pas le dernier en termes de motivateur. Et donc nous, depuis 3 ans, donc, on a un petit enseignement, une mini FACRIP, finalement sur le premier 6e de la formation, qui dure 3 heures avec mon collègue de sciences humaines et puis Philippe Chilier qui est rédacteur à prescrire. Mes remarques, elles étaient les suivantes. D'abord par rapport au métier de visiteur médical, nous on a utilisé la vidéo de l'ONICEP, voilà, qui est sublime. Après, c'est vrai que c'est difficile et pourtant les étudiants dans les retours, à force de promouvoir la zététique, ils commencent même à douter de nous en disant ouais, mais attendez, vous ne donnez pas trop la parole aux autres. Et en fait, ils demandent à inviter les représentants de l'industrie pharmaceutique pour pouvoir leur laisser un temps de parole. Et c'est pas évident de les trouver. C'est une vidéo de présentation de qu'est-ce que c'est que le métier de visiteur médical, voilà, combien on se voit la vidéo est très très bien faite, et elle est plutôt rigolote je trouve, et vraiment elle est très bien. Elle est très bien, ça explique bien aussi voilà, comment ça marche, combien de patients combien de médecins ils doivent voir, comment ils font le retour d'information, quelles études il faut faire pour être visiteur médical. Donc c'est une jolie dame qui présente bien, et qui dit la phrase toujours, moi ce qui me satisfait le plus, je me rappelle de cette phrase, c'est quand le docteur dit « Ah, vous êtes madame tel produit ». Voilà, donc ça fait rire beaucoup les internes. Bon, je vais continuer mes témoignages. Le premier témoignage, évidemment, je ne reçois pas les visiteurs médicaux, je ne vais pas pour perdre, mais je les soigne. Et la première fois que ça m'est arrivé, je lui demande son boulot, elle me dit « Je suis visiteuse médicale ». Je dis « Ah bon ?» Mais je ne suis pas sur le secteur, pourquoi vous n'allez pas voir les médecins que vous connaissez? Et elle me répond, attendez, je ne vais pas confier ma santé et ma vie à des gens qui écoutent mes bobards. Deuxième témoignage, en 93 ou 94, dans le cadre de la formation médicale continue, j'ai écrit et fait un film qui durait à peu près un quart d'heure sur la visite médicale. Alors, comme acteur, comme actrice, le journal du médecin, c'était un médecin, et comme visiteur médical, c'était un gars que je soignais qui vendait des aspirateurs, et qui était excellent, vraiment, dans le marketing. Et donc j'ai écrit les dialogues, la mise en scène, tout, quoi. Bon, mais il fallait trouver un financement, et donc MG France a dit, bah, mais c'est intéressant, allons-y. Alors le film a été fait. Il a été tiré à 7 exemplaires, sous forme de cassette, et qui était destiné à être présenté dans toute la France. C'était un film qui permettait des arrêts sur image, avec des commentaires off. Vous voyez, le visiteur, il ne sait pas, exemple, il ne s'assoit pas exactement en face du médecin, parce que ça veut dire que c'est une sorte d'agression, il se met sur le côté. Autre exemple, les 3 oui. Vous soignez les personnes âgées, oui. Vous soignez les personnes âgées qui ont des difficultés avec les médicaments, oui. Eh bien, justement, nous avons le médicament bien toléré, etc. Bon, voilà. Et donc, ce film, c'était une bombe atomique. Donc, il est passé une fois dans chaque région, et à ce moment-là, le laboratoire MSD Chibray, qui finançait LG France, a dit à Richard Bouton, ces cassettes-là, vous les faites disparaître.
Je ne veux plus en entendre parler. Alors maintenant, si parmi vous, vous avez encore des gens qui, alors évidemment j'ai quitté le syndicat, qui sont encore militants de chez France, essayez de savoir ce que sont devenus ces cassettes qui explicitaient d'une manière vraiment claire la manipulation des médecins par les résidents médicaux. J'avais une question sur la portabilité du fake dans d'autres facultés, notamment des réflexions pour proposer aussi autre chose de complémentaire. On se demandait sur l'intégration de critiques d'informations, de l'e-marketing, des sites web développés de l'information pour les patients financés par des laboratoires, etc. Et si ça avait été des réflexions qui avaient été portées par vous, d'intégrer un peu des critiques d'information pour les patients et d'intégrer éventuellement des patients et comment ils ont Non, pareil, on ne fait pas intervenir les patients. Nous, ce dont on parle, c'est surtout les associations de patients. Donc on essaie de voir un petit peu, mais ensuite la question c'est est-ce qu'on pourrait intervenir des patients dans la formation? Si vous vous étiez posé la question, et pourquoi vous aviez dit oui ou non, par exemple, comment... Toujours pareil, la contrainte du temps. Parce qu'on a tellement de choses à dire qu'on a sélectionné malgré tout, parce que sinon je pense qu'on pourrait y passer 6 heures supplémentaires. Et effectivement, cette idée de faire intervenir des intervenants extérieurs, ça nous est venu. Faire intervenir par exemple un médecin ou un PMU qui a des liens d'intérêt ou qui travaille dans la recherche et qui viendrait donner sa version de fait, on y a pensé, mais on se dit aussi qu'on est là pour donner une vision qui est un petit peu à contresens de tout ce qui se fait actuellement. Et donc on s'est focalisé sur ça. Mais après, il y a ce cours, quand on dit on veut faire des petits, après ce cours-là il est adaptable et chacun ensuite peut en faire ce qu'il veut. C'est évident. Mais c'est pas une mauvaise idée de faire intervenir. Je pense que c'est une bonne idée aussi de faire intervenir des patients, de voir un peu. C'est une bonne idée. Bonjour, je suis Louis Florent, je travaille à la direction de collaboration et partenariat patient à la faculté de médecine de l'Université de Montréal avec le bureau d'éthique clinique, donc sur tout ce qui est accompagnement au sujet dont vous parlez. Et j'ai juste une remarque par rapport à l'intervention qui mobilisait, en fait, qui invitait à mobiliser des gens qui travaillent dans l'industrie pharmaceutique. Si vous commencez à construire des formations et que dans le même temps vous les laissez rentrer, en fait, ils vont trouver toutes les stratégies et puis ils ont beaucoup plus de moyens que vous pour déconstruire ce que vous êtes en train de faire. Donc, soyez vigilants, prendre des gens qui sont passés par l'industrie pharmaceutique, qui vont quitter l'industrie pharmaceutique, c'est intéressant, mais prendre des gens en poste, c'est remettre le verre dans le fruit, quoi, quelque part. Ça a été aussi une des raisons pour lesquelles on l'a pas fait. Il y a une phrase qu'on peut retenir, quand on soupe avec le diable, il faut avoir une longue cuillère. C'est Bismarck. Et en fait, avec l'industrie pharmaceutique, on ne peut même pas souper. Alors oui, j'avais juste des petites choses sur lesquelles rebondir avant de passer à Quentin qui va finalement nous parler de la réforme du second cycle. Pour dire que dans la charte éthique des doyens, il est fait mention que les enseignements sur le sujet de la référence devraient être faits sur les 3 cycles et qui devrait prendre référence le curriculum FAMPLUI. Et à ma connaissance, la FACRIP est un des rares, voire le seul pour l'instant, à vraiment avoir pris ça comme socle. Donc c'est en ça aussi que ça en fait vraiment un outil puissant, à mon sens. Et je voulais dire quoi d'autre encore